En République démocratique du Congo, la réélection d'Albert Youma à la tête de la Fédération des entreprises du pays passe mal. Le Conseil d'État demande la reprise de l'élection. Youma est très proche de l'ancien président Joseph Kabila. Les rencontres se multiplient sur la Libye. Un nouveau sommet sur le sort politique du pays s'est tenu au Maroc. Les parties prenantes enregistrent des avancées depuis le début des négociations. Et puis, en Centrafrique, une vieille tradition a repris ses droits. La course à pirogue avait été suspendue pour cause de conflits dans le pays. C'est un événement qui réunit des milliers de personnes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, cette illustration de cette guéguerre au sommet de l'État, la reconduction de l'homme d'affaires Albert Youma à la tête du syndicat des patrons a provoqué un bras de fer avec la justice administrative sur fond de tensions politiques au sommet de l'État. On voit tout cela dans ce élément. Albert Youma, 65 ans, proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a été réélu jeudi pour un 6e mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Vendredi, la réélection du tout-puissant patron des patrons est annulée par le Conseil d'État, saisi par l'un des candidats écartés, Dieudonné Kassembo. La FEC refuse de se plier à la décision du Conseil d'État qui demande de nouvelles élections à bulletin secret. En poste depuis 2005, Youma est le président du conseil d'administration de la société publique minière Gécamine. L'industriel est connu pour ses diatribes contre les ONG étrangères comme Global Witness. Celles-ci ont avancé en 2017 que 750 millions de dollars avaient été détournés des caisses de la Gécamine à la fin des années Kabila 2001 à 2019. Youma a reçu par le président Félix Tshisekedi lors de consultations que le chef de l'État a menées du 2 au 25 novembre, l'avait invité à privilégier la stabilité politique dans le pays pour attirer des investissements. La RD Congo vit désormais dans l'attente des annonces du président Tshisekedi pour sortir de la crise au sein de la coalition au pouvoir. Les dirigeants de son parti l'invitent à tourner la page de la coalition, donc de rompre l'accord secret signé avec son prédécesseur Joseph Kabila en janvier 2019. Et toujours en RDC, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé ce mardi qu'elle mettait fin à ses services dans les provinces du sud Kivu, situées dans l'est du pays. Elle a pris cette décision en raison de l'insécurité pour ses personnels. Médecins sans frontières a pris la difficile décision de mettre fin à l'essentiel de son soutien à la fourniture de soins de santé à Kimbi et Baraka, dans le territoire de Fizi. Dans un communiqué, l'ONG affirme que cette décision intervient à la suite de plusieurs incidents violents contre l'organisation en 2020. Une expatriée avait été enlevée plusieurs jours, fin juin, début juillet. L'activité sans cesse croissante des groupes criminels et armés dans tout l'est de la RDC conduit à des violences et à des attaques continues contre les populations civiles à une échelle choquante, y compris des assassinats ciblés et des actes odieux, notamment de violences sexuelles, a déploré l'ONG. Médecins sans frontières va transférer ses activités au ministère de la Santé dans ces zones de Kimbi et Baraka, où l'ONG affirme intervenir respectivement depuis 9 et 17 ans. MSF affirme être présente dans 21 des 26 provinces de la République démocratique du Congo, son plus grand pays d'intervention au monde, avec le Soudan du Sud. Dans la province voisine du Maniema, l'ONG avait dénoncé le 19 novembre un nombre choquant de cas de violences sexuelles perpétrés par des groupes armés à Salamabila. Dans cette zone minière, MSF affirme avoir soigné 1000 survivants de violences sexuelles depuis début 2020. À Salamabila, des groupes armés se battent pour le contrôle des mines d'or. Direction la Libye, où un nouveau round des pourparlers dans ce pays s'est achevé ce mardi. Les responsables des deux camps rivaux du pays se sont retrouvés à Tanger au Maroc au moment où se multiplient les médiations pour sortir de l'impasse, le pays plongé dans le chaos. Reportage. Depuis fin septembre, le Maroc a piloté ses entretiens parlementaires qui ont déjà abouti à un consensus sur la distribution des postes de souveraineté à la tête d'institutions stratégiques libyennes. Le nouveau round a rassemblé pour 2 jours des responsables de la Chambre de représentants libyenne et du Haut Conseil de l'État sur un format dit 13+13 selon les informations recueillies sur place. Depuis la chute en 2011 du régime Mohamed Kadhafi, la Libye est engluée dans une crise inextricable, déchirée entre 2 pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union nationale, le JNA, reconnu par l'ONU,
est basé à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, soutenu par une partie du Parlement élu et son président. Un accord de cessez-le-feu permanent a été signé fin octobre entre les deux parties et les rencontres se multiplient depuis pour aboutir à une solution politique. La semaine dernière, le Maroc a aussi réuni plus de 120 membres de la Chambre des représentants libyenne à Tanger. Au terme de 6 jours de discussion, tous se sont engagés à mettre fin aux divisions qui minent leur pays, en commençant par réunir le Parlement élu dès le retour en Libye, selon le communiqué final. Après l'échec en juillet de l'offensive des pro-Haftar lancée en avril 2019 pour conquérir Tripoli, les belligérants, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques. Au Ghana, à présent, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi pour les travailleurs mobilisés pour les élections militaires, assesseurs, journalistes, tous ceux qui ne pourront donc pas voter le jour du scrutin présidentiel et législatif du 7 décembre prochain ont donc pu déposer leur bulletin lors de ce vote anticipé qui s'est donc déroulé dans le calme. Ils étaient environ 100 000 à voter par anticipation, un vote qui, pour les électeurs, conforte donc la réputation du Ghana. 12 candidats sont donc en liste, dont le président sortant Nana Akufo-Addo et son principal rival, le prédécesseur John Dramani Mahama. Au Togo, l'ONG Amnesty International a dénoncé la répression croissante des voix dissidentes par les autorités du pays. Cette sortie de l'ONG fait suite à l'arrestation la semaine dernière de 2 représentants d'un important mouvement de l'opposition. Le directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a affirmé que l'arrestation de 2 opposants, Brigitte Adjamago Johnson et Gérard Djossou, tous 2 membres de la dynamique Monseigneur Podro, DMK, semble être strictement liés à l'appel à manifestation et apparaît comme une nouvelle illustration des autorités de vouloir réduire au silence l'opposition et les voix dissidentes. L'ONG a appelé les autorités à libérer immédiatement et de façon inconditionnelle les 2 opposants et à respecter la liberté d'expression et de manifestation pacifique de toutes les personnes, y compris les opposants politiques. La lutte contre le coronavirus ne doit pas servir de prétexte pour justifier la pratique illégale de l'interdiction systématique des manifestations de l'opposition politique au Togo, a ajouté le directeur adjoint. Les opposants sont accusés de préparer un plan de déstabilisation des institutions de la République, selon le procureur de la République. La dynamique Monseigneur Podro avait appelé à une marche samedi à Lomé pour protester contre les résultats du scrutin présidentiel de février qui a vu Faure Gnassingbé être réélu pour un 4e mandat interdite par le gouvernement qui a invoqué la pandémie de coronavirus. 4 représentants des organisateurs ont toutefois rencontré vendredi les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des Nations unies. Leur arrestation a déclenché depuis lundi une vague d'indignation au sein de l'opposition et de la société civile qui exige leur libération immédiate. En Centrafrique, la course à pirogue a repris au grand bonheur de ses amateurs, point d'orgue des célébrations du 1er décembre. La compétition avait été suspendue pendant plusieurs années depuis que le pays se déchire dans une sanglante guerre civile en 2013. On voit cela à travers ces images. À Bangui, la course à pirogue est une tradition qui remonte à l'époque coloniale française. Mais elle a été suspendue, victime des combats féroces qui ravagent la Centrafrique depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le président François Bozizé en 2013. La capitale plonge alors dans l'horreur des affrontements communautaires. Mais depuis 2016, le gouvernement a remis la course au programme. Les combats ont considérablement baissé d'intensité depuis 2019, permettant une reprise timide de cette très populaire joute annuelle dans une capitale relativement épargnée par les violences, quand 2 tiers du pays sont encore sous la coupe de groupes rebelles. Au signal du speaker dans le mégaphone, les 20 pirogues en compétition s'élancent dans un nuage d'écume au rythme des tambours qui battent la cadence. Une clameur s'élève des berges où se massent les habitants de Bangui pour la fête nationale centrafricaine. La compétition oppose les meilleures ethnies de pagailleurs, Mbaka, Sango, Mojombo et Yakoma. Des habitants historiques des berges de la rivière Ubangui qui se disputent le titre depuis des décennies. Avant, c'étaient les Yakoma qui gagnaient toujours, mais depuis 2003, ce sont les Mbaka. Chaque année, explique un chef quartier paisible en bord de fleuve, majoritairement peuplé de Yakoma.
Au Venezuela, à présent, les opposants donnent leur avis sur les élections législatives du 6 décembre prochain. Au Venezuela, ces élections sont donc marquées par le boycott des principales figures de l'opposition. On les écoute. Para mí, las elecciones del 6 de diciembre son absolutamente legítimas. Pour moi, les élections du 6 décembre sont absolument légitimes et lorsque la nouvelle administration américaine nous donnera une chance de nous expliquer ce qu'elle aura l'occasion de faire, cette nouvelle administration ne viendra pas les yeux bandés par des gringolas en référence à l'administration du gouvernement américain. Elle va et voudra entendre d'autres acteurs et d'autres interlocuteurs. A otros actores y a otros interlocutores, no quieren seguir la historia. Así que no participar en estas elecciones es... Ne pas participer à ces élections est non seulement un suicide, mais aussi une attitude irresponsable face à la souffrance du peuple vénézuélien. Con el sufrimiento del pueblo venezolano. Para mí, las elecciones... Primero, ¿por qué? Porque no hay nada que decir. Il n'y a rien à décider car tous les concurrents ont été choisis par le régime. Alors, qu'allez-vous choisir? Entonces, ¿qué vas a elegir? Son más que todo C'est surtout une farce, une mascarade, un spectacle, un cirque qu'ils mettent en scène pour simuler un processus électoral et surtout pour essayer d'écarter la pression internationale, le gouvernement intérimaire de Juan Guaidó et l'Assemblée nationale légitime. Ce sont les mêmes conditions que nous avions en 2015. Ce sont les mêmes conditions que nous avions en 2017 quand Ocariz a perdu à Miranda, quand nous avons ensuite gagné le poste de gouverneur à Zulia, quand nous avons perdu à Táchira. Les mêmes conditions, les mêmes conseils nationaux, le même conseil national électoral. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.